Bonjour à tous, bienvenue. Pour ce retour d'expérience, nous allons partir à Bordeaux pour la présentation d'une enquête sur les mobilités dans 3 quartiers prioritaires bordelais désenclavés. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Malvina Orozco, urbaniste mobilité, et Camille Garcelon, urbaniste habitat et population. Et vous êtes tous deux chargés d'études à l'agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine. Un grand merci à Antonia Ruffin, notre experte de l'ANRU, qui a préparé cette session. Une petite précision, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc dans le fil de discussion, le chat qui s'affiche en bas de votre écran, à peu près au milieu, ou sinon vous pouvez demander la parole, bien sûr en levant la main, toujours avec les petites icônes en bas de votre écran pour poser directement des questions à nos intervenantes. Camille Garcelon, Malvina Orozco, vous avez mené en 2020 une étude sur la mobilité dans 3 quartiers bordelais une fois la question du désenclavement traitée. Donc, je vous passe la parole. Camille, c'est à vous pour la présentation des résultats. Très bien, merci beaucoup. Mais bonjour à tous. On va vous présenter les principaux résultats d'une étude qu'on a réalisée à la demande de Bordeaux Métropole et qui, comme vient de le préciser Madame Delmotte, intervient à la fin d'un cycle, celui des lourds investissements en matière de transport public dans les quartiers prioritaires de la métropole bordelaise. En effet, depuis le début des années 2000, la question du désenclavement des quartiers politiques de la ville a vraiment été prise à bras-le-corps par la puissance publique. Et les choix faits dans la définition des lignes de tramway illustrent vraiment parfaitement cet engagement, puisque donc la plupart des quartiers prioritaires de notre territoire ont été desservis par le tram. Le temps des grands travaux finis, il paraissait important à la métropole de un petit peu essayer de dépasser la question du désenclavement et de se réinterroger sur la mobilité dans les quartiers prioritaires en élargissant l'éventail de la réflexion. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont demandé à nous, agence d'urbanisme, de mener une étude pour identifier et qualifier les enjeux de la mobilité dans les quartiers et les difficultés des habitants. Essayer de déterminer si les quartiers politiques de la ville, donc désormais reliés au reste du territoire par des lignes de transport structurantes, présentaient toujours des caractéristiques spécifiques en matière de mobilité. Alors, il s'agissait vraiment d'étudier la mobilité dans toutes ses composantes. Donc, on s'est intéressé aux mobilités actives, au transport collectif et individuel, au stationnement, en prenant appui sur 3 quartiers tests et avec pour objectif d'essayer de monter, la diapo précédente encore s'il vous plaît, avec pour objectif d'essayer de monter en généralité pour identifier s'il existait des enjeux communs et transversaux aux différents quartiers de la métropole. Donc, en effet, on a étudié 3 quartiers de notre territoire, le quartier de Terre-Neuve à Bègles, le quartier Carrier intermédiaire à Lormont et le quartier Isère-Pont-de-Madame à Mérignac. Pourquoi le choix de ces quartiers ? Parce qu'en fait, ils présentaient des situations urbaines assez différentes par rapport au plus ou moins central, par rapport au centre de l'agglomération. Il y avait des questions de topographie avec un quartier il y a des questions de déclivité à ses portes, etc. Donc voilà, on a estimé qu'il représentait un panel assez diversifié des quartiers. Et donc, pour approcher ces questions de mobilité, on a souhaité réaliser des entretiens avec les acteurs. Alors, une dizaine d'entretiens par quartier, avec des profils vraiment très, très diversifiés, puisqu'on a rencontré des élus, des techniciens des collectivités, mais aussi des acteurs du monde associatif, des entrepreneurs, puisque certains de ces quartiers avaient fait l'objet d'opérations de renouvellement urbain avec une volonté de mixité fonctionnelle et d'implantation d'entreprises. Donc, la question de l'entrepreneuriat est assez présente, donc on a rencontré des entrepreneurs et avec des habitants. Notre objectif était aussi d'avoir une double approche. Tout d'abord, une approche spatiale, parce que donc, la mobilité, c'est une thématique intrinsèquement spatiale. Donc, les entretiens, on les a construits autour de fonds de plan qui ont permis aux acteurs interrogés de localiser les infrastructures de mobilité, les attracteurs, etc., pour co-construire avec nous des cartes d'enjeux et diagnostics. Mais on a aussi souhaité essayer d'appréhender le rôle des facteurs socio-économiques et culturels sur les pratiques de mobilité,
Donc, par l'expérience, aussi bien en tant qu'usager qu'acteur des personnes qu'on a rencontrées, on a essayé de développer cette approche. Et donc, je vais passer la parole à Malvina qui va vous présenter un zoom sur un quartier de notre choix qui est celui de Terre-Neuve à Bègles. Oui, donc merci Camille. On a choisi donc de vous présenter le quartier de Terre-Neuve à Bègles, donc qui est situé au sud de l'agglomération bordelaise, à la frontière avec Bordeaux, puisque c'est peut-être le quartier où on a eu le plus d'entretiens et le plus d'échanges avec les acteurs de cette commune de Bègles. Donc le travail qu'on vous présente ici, donc c'est un travail qui est issu à la fois donc des entretiens qu'on a pu mener avec les acteurs et de nos observations lors de nos enquêtes terrain sur ces quartiers. Donc tout d'abord une première représentation de la situation urbaine du quartier qui nous permet de comprendre, grâce à la morphologie de Terre-Neuve en partie, donc son fonctionnement. Terre-Neuve donc, est un quartier implanté dans un cœur d'échoppes et d'habitats individuels, notamment côté Bègles. Donc, au nord de la ligne rouge, vous avez Bordeaux, au sud commence la commune de Bègles. Mais c'est un quartier qui est historiquement marqué par de grandes emprises fonctionnelles et un habitat social, notamment de sa présence, de sa proximité, du fait de sa proximité avec la gare. On en voit d'ailleurs les voies ferrées au nord de la carte. Donc c'est un quartier qui a bénéficié d'une opération de renouvellement urbain et qui s'inscrit au sein de l'opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique, qui a permis d'apporter une certaine mixité fonctionnelle au sein du quartier. Donc ensuite, nous avons cartographié les attracteurs, les coupures et les coupures du quartier. Donc les attracteurs, c'est-à-dire surtout les pôles générateurs de déplacement de ce quartier. Et donc on voit bien que cette mixité fonctionnelle se traduit par la présence de nombreux attracteurs représentés en violet sur ce quartier, avec des rayonnements à plusieurs échelles. Effectivement, ce qu'on a appelé un attracteur, il peut y avoir 2 écoles qu'on retrouve un peu en dehors du quartier, des commerces, des zones d'emploi, la cité numérique qui est le gros rectangle aux confins du quartier et de la ville de Bègles. Donc, voilà, donc ce sont des attracteurs qui ont des rayonnements à des échelles plus ou moins locales, métropolitains pour la cité numérique et vraiment à l'échelle du quartier pour les écoles. Ce qu'on constate, malgré la présence de ces nombreux attracteurs, la desserte du tram que vous pouvez voir en bleu, la ligne bleue, c'est qu'en revanche, il y a quand même un sentiment de coupure qui continue d'exister, qui se fait encore ressentir pour les habitants. Du fait à la fois de grands îlots fermés, comme on peut le voir au nord de la carte, donc l'îlot Carl-Vernet, ou encore de rues à trafic très important, comme les boulevards ou bien la rue Alexis Capel, qui longe le quartier en partant vers le sud. Donc, on vous a présenté la situation urbaine des quartiers ainsi que les différents attracteurs et coupures du territoire qui sont issus surtout de nos enquêtes terrain. Et maintenant, on va vous présenter la synthèse des entretiens qu'on a représentés pour chacun des quartiers grâce à un tableau. Donc, ce qui ressort le plus de ce quartier de Terre-Neuve, c'est que c'est un quartier qui est toujours en mutation. L'opération de renouvellement urbain a commencé en 2005 et on a l'impression que c'est un quartier qui vieillit avant même d'être sorti de terre. On nous a dit lors de nos entretiens, mais vous le finissez quand ce quartier? On a envie d'appeler la mairie et de leur dire, mais quand est-ce qu'enfin que ça se finit? C'est labyrinthique. Donc voilà, donc il y a du fait de ce quartier qui n'est pas terminé. Il y a un manque de repères pour la part de ces usagers qui vient en plus surcroît à la lisibilité des déplacements et surtout des déplacements internes au quartier en modes actifs, c'est-à-dire pour les piétons, les vélos, voilà. Un deuxième problème majeur qui est ressorti de ce quartier, c'est le problème du stationnement. Alors pour plusieurs raisons. Une première, du fait du sous-dimensionnement du stationnement dans les immeubles d'habitation. Le quartier étant desservi par le tram et ayant été l'opération de renouvellement urbain ayant lieu en même temps que l'arrivée du tramway, tous les immeubles d'habitation n'étaient pas obligés d'accueillir des places de stationnement. Donc, on pense qu'il y a un premier problème de sous-dimensionnement du stationnement. Deuxièmement, de la multiplicité des usages qui sont arrivés dans le quartier et qui n'ont pas forcément été
été anticipées. Il y a de nombreuses écoles qui sont venues s'implanter dans le quartier, des zones d'emploi, la cité numérique, et tous ces pôles attracteurs de déplacement, justement, n'ont pas forcément bénéficié d'une offre en stationnement dédiée. Le fait que le quartier soit utilisé comme un P plus R, de fait, puisque sa desserte du tram et le fait que le stationnement sur voirie soit possible fait que les usagers du tramway ont tendance à venir se garer au sein du quartier pour ensuite emprunter le tramway et profitent donc du stationnement gratuit sur voirie dont on peut bénéficier au sein du quartier. Et enfin, ce stationnement gratuit sur voirie n'incite pas non plus les habitants qui peuvent bénéficier de parking en structure à payer des baux pour pouvoir bénéficier de ces places de stationnement et préfèrent bien sûr se garer au sein du quartier gratuitement. Donc tout ça contribue au caractère désagréable, anarchique et illisible du quartier, avec un nombre de voitures stationnées sur le trottoir très important et des espaces publics qui sont essentiellement de grandes nappes de stationnement. Donc on a un quartier peu lisible, désagréable pour les modes actifs, compliqué pour la voiture, et enfin quelques cultures urbaines qui subsistent et qui sont renforcées par le manque de lieux de pause, une forte minéralité et donc un sentiment d'insécurité aussi pour les modes actifs pour rejoindre certains lieux comme des écoles ou encore des lieux d'habitat. Donc face à ce constat, on propose 3 grands groupes d'action. Ce sont plutôt des pistes d'action qui restent encore à creuser et aborder plus en profondeur. Un premier sur le stationnement, qu'il s'agirait de réglementer et de réguler. Donc là, la question est complètement ouverte. À quelle échelle faut-il réglementer ce stationnement pour pas non plus qu'il y ait d'effet de coupure avec les quartiers ou les communes alentours? Est-ce qu'il faudrait engager une échelle métropolitaine ou une échelle municipale? Donc la question est pleinement ouverte, mais en tout cas, ces réflexions sur le stationnement semblent impératives au vu de la situation du quartier. De mener donc une politique d'apaisement au sein de ce quartier et notamment le long de cheminements stratégiques, par exemple vers les écoles, pour atténuer ces effets de coupure et ponctuer l'espace public de lieux de pause et de lieux où l'on peut se retrouver. Donc l'apaisement, ça passe avant tout par l'apaisement des vitesses, faire baisser la vitesse de la voiture, faire comprendre à l'automobiliste qu'il n'est plus prioritaire et apporter des aménagements paysagers permettant notamment aux modes actifs de se retrouver prioritaires sur la voirie et de faire donc comprendre à l'automobiliste qu'il n'est pas tout seul. Ces politiques d'apaisement sur les voiries, notamment à fort trafic, qui font office de coupure urbaine, pourront permettre aux modes actifs aux personnes se déplaçant en modes actifs de se déplacer en plus grande sécurité et notamment peut-être aussi avec un sentiment plus agréable lorsqu'on se déplace au sein du quartier. Et enfin, des actions de communication, de pédagogie, d'accompagnement qui peuvent se faire au sein des écoles ou des associations du quartier, Terre-Neuve étant un quartier historiquement marqué par la présence de nombreuses associations, pour encourager un premier report modal, et notamment dans ces quartiers où le vélo n'a pas la cote, alors que la voiture est encore considérée comme un signe de richesse et de bien-être. Donc voilà, je tiens à préciser que l'ensemble de ces mesures sont interdépendantes et ne trouveront de sens que si elles seront menées de front. Voilà, donc vous l'avez compris, cette étude, elle combine à la fois une approche spatiale et une approche plus sociologique. Et elle s'appuie aussi sur elle oscille aussi entre 2 échelles, donc l'échelle du quartier, à l'exemple de Beck que Malvina vient de développer, et une échelle plus métropolitaine, plus macro. Donc ce que je vous disais, l'objectif c'est bien de monter en généralité pour identifier les enjeux transversaux et communs au quartier qu'on avait étudié. Et donc, c'est l'objet de la synthèse que je vais vous présenter. Donc, il y a évidemment des choses que Malvina vous a déjà dites et il y a des choses un petit peu différentes qu'on a entendues sur votre quartier. Mais voilà, l'idée, c'est que la volonté, c'était que ce soit représentatif de ce qu'on nous avait dit à l'échelle des 3 quartiers. Donc, premier sujet commun, c'est que la très bonne desserte en transport en commun ne permet pas de résoudre tous les problèmes de mobilité, ni de dépasser le sentiment d'enclavement. Donc, vraiment, le premier constat qu'on a relevé, c'est que la desserte de ces quartiers par le tram, elle est vécue comme une chance et comme une réussite.
Ça, les acteurs étaient unanimes par rapport à ça. Le tram, il a permis d'ouvrir les quartiers sur le reste de l'agglomération, il attire des nouveaux habitants, il attire des nouveaux usagers. Il est en général très bien approprié par les habitants des quartiers qui l'utilisent facilement. Et il a notamment créé les conditions d'une ouverture psychologique, notamment chez les jeunes, qui sont plus en capacité à se projeter hors du quartier. On nous a vraiment fait part d'une génération avant, enfin pré-tram et post-tram, où la génération post-tram peut envisager d'aller au collège ailleurs ou même se déplacer hors du quartier. Bien que moins structurante que le tram, les lignes de bus, elles constituent tout de même une offre complémentaire et les habitants les utilisent volontiers. Toutefois, ceci étant dit, donc la desserte en transport ne répond pas à tous les problèmes de mobilité. Il y a certains habitants, parmi notamment les plus âgés, qui peinent à se déplacer et même à envisager de se déplacer hors du quartier. Donc il y a des freins psychologiques, il y a des freins matériels, les horaires décalés, la difficulté à combiner temps de transport et gestion du quotidien, notamment avec les enfants, ou même tout simplement la peur de sortir du quartier reste un problème pour certains habitants et notamment pour les femmes. Et ce que disait Malvina Pourbec, ça se retrouve partout ailleurs. C'est vrai que paradoxalement, ces quartiers qui sont très bien desservis objectivement, ils sont encore perçus comme enclavés. Et les coupures urbaines, les routes, les voies ferrées, les clôtures, les axes passants qui ceinturent ces quartiers contribuent au sentiment qu'ils restent malgré tout des îlots. Deuxième sujet commun, là aussi très présent à Bègue, donc Malvina l'a développé très fortement, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais c'est cette question du stationnement qui est vraiment le revers de la médaille de la bonne accessibilité, où les quartiers deviennent des parkings relais de fait avec des gens extérieurs au quartier qui viennent se garer, parce que c'est gratuit, et qui après utilisent le tram pour aller dans le centre. Et puis, combiné à un problème d'accessibilité financière au stationnement payant dans les résidences rénovées, qui fait que les habitants se garent également sur l'espace public. Voilà. Plus la sous-dimensionnement du stationnement initial, vous avez un cocktail pour la saturation du stationnement en surface. Et dernier sujet commun, c'est tout ce qui est relatif à l'insécurité qui entraîne une appropriation difficile de l'espace public. Donc, ces problèmes d'insécurité sont aussi un enjeu commun aux trois quartiers. Il y a une appropriation de l'espace public, voire d'espaces privés comme les parkings souterrains au bénéfice d'activités illégales qui instaurent une ambiance peu propice à la marche, au mode doux, à la rencontre, à la pause. Forcément, on n'a pas envie de se balader dans ce quartier quand il y a un sentiment d'insécurité qui est présent. Et enfin, donc le vélo, c'est vraiment une pratique assez peu ancrée chez les habitants du quartier, renforcée par une offre très limitée en stationnement sécurisé. Et donc très rapidement pour conclure, ça nous a permis de révéler 3 grands thèmes d'action, donc le stationnement, qui est un peu la quadrature du cercle, parce que c'est vraiment très compliqué d'agir sur cette question. Mais donc, il faut quand même se poser la question d'inciter à l'usage des parkings existants et des espaces de stationnement dédiés, se poser la question de la coordination avec les territoires voisins pour ne pas créer des frontières, et la question de l'accessibilité financière au stationnement payant pour les habitants de ces quartiers qui ont des faibles revenus. Deuxième grande famille d'actions, tout ce qui est apaisement et ambiance dans le quartier. Donc, comment instaurer un équilibre entre pratique de la vie riveraine et fonction circulatoire des voies? Comment recréer du lien au sein de ces quartiers avec des aménagements qui permettent une appropriation de l'espace public? Comment trouver un équilibre de la voirie qui encourage le report modal et les pratiques des modes doux? Et enfin, dernière grande famille d'actions, les acteurs ont vraiment insisté sur la nécessité de développer des actions de communication pour accompagner les démarches, les rendre acceptables afin que les usagers puissent s'en saisir avec une dimension de concertation très importante et un levier très fort identifié par eux qui est celui des écoles qui représente un levier vraiment très efficace auprès des familles et des jeunes réticents à l'usage des modes doux. Voilà. On a terminé pour la présentation.
Très bien. Écoutez, un grand merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation très riche et très complète. J'imagine qu'il va y avoir des questions, donc n'hésitez pas soit à utiliser le chat, notre fil de discussion, soit à demander la parole en levant la main pour dialoguer directement. Voilà. Oui, alors j'ai une première demande de questions. Donc, Madame Sauvé, je vous en prie, si vous pouvez activer vos micros et caméras, nous vous écoutons. Bon, alors la caméra. Bonjour, bonjour Ou le à micro. tous. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante. Moi, je suis chargée de mission service de transport au sein du département des Yvelines et je trouve votre démarche très intéressante. Je voulais en savoir plus sur votre méthode. Comment vous avez fait, comment vous avez notamment mobilisé les habitants, comment vous les avez identifiés. Voilà, j'ai aussi entendu que vous aviez identifié des élus. Voilà, quel type d'élus est-ce que vous êtes fait accompagner par un bureau d'études? Combien de temps ça a pris? Voilà, enfin, disons des précisions sur votre méthode. Alors, Merci. le bureau d'études, Merci. c'est nous. On n'est pas un bureau d'études, on est une agence d'urbanisme. Mais donc, voilà, on a un rôle d'étude. C'était une étude qui n'avait pas beaucoup de moyens. C'était un temps assez, pas en termes de temps, mais en termes de moyens alloués, c'était assez limité. Et en fait, ce qu'on a choisi, c'est d'avoir une première entrée pour les acteurs parmi les chefs de projet des quartiers. Voilà, des communes concernées, qui après nous ont orientés vers différents acteurs qu'ils connaissaient tout simplement. Donc c'était variable selon les quartiers. Pour certains, donc en effet, on a rencontré des élus, pour d'autres non. Pour certains, on a rencontré des représentants des conseils citoyens, pour d'autres non. Ça dépendait aussi de ce qui se passait dans ces quartiers. Enfin voilà, à Bègle, on a rencontré des entrepreneurs parce que ce que Malvina vous a dit, il y a eu un très gros développement et un accueil d'entreprises très important. Donc il y avait une structure une association d'entrepreneurs qui a été créée et qui est assez active sur le quartier. Voilà, donc c'était des entretiens d'opportunités, de proche en proche. L'idée, c'était vraiment d'avoir une représentation assez diverses. Et sur la question des habitants, finalement, là aussi, on les a rencontrés un petit peu par opportunité parce que les centres sociaux les avaient associés à l'entretien avec nous. Il n'y a pas eu de démarche spécifique. Au tout début, on avait envie de faire une enquête habitant, d'aller interroger soit par des entretiens, soit par des groupes focus, vraiment les usagers et les habitants de ces quartiers. Mais bon, on a fait ça en 2020, en plein Covid, donc déjà, c'était pas forcément évident. Et puis, on a aussi... on voulait pas sursolliciter les conseils citoyens, les habitants qui sont déjà très sollicités pour d'autres sujets, d'autant que là, il n'y avait pas de visée opérationnelle directe. C'était vraiment se réfléchir de manière collective aux enjeux, à ce sur quoi il faudrait mettre l'accent, comment repenser la question de la mobilité. Et donc, sans visée opérationnelle directe, c'est vrai qu'il nous semblait un petit peu compliqué d'aller voir de mobiliser très fortement les habitants. Donc, on l'a fait quand on en a eu l'opportunité, mais c'était pas ça n'a pas été systématique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Merci beaucoup. On a une deuxième question, mais Madame Orozco a donné effectivement le lien pour avoir un petit peu la connaissance des résultats sur les deux autres quartiers. Donc, l'étude est disponible dans son intégralité sur le site de l'agence. Mais est-ce que peut-être vous pouvez nous dire un mot, l'une ou l'autre, des résultats dans les deux autres quartiers, est-ce qu'ils sont très différents? Malvina, peut-être que tu peux... Comme le disait Camille, on a retrouvé quelques grands invariants, notamment sur la question du stationnement. C'est quelque chose qui est retrouvé dans les quartiers à la fois de Isère-Pont-Madame, dans les quartiers de Isère-Pont-Madame et de Carrier. La question du désamour du vélo s'est retrouvée dans l'ensemble des quartiers, des complications
pour pouvoir circuler notamment au sein des quartiers, notamment en modes actifs. Ça, ce sont des grands invariants qu'on a retrouvés dans l'ensemble des quartiers. Je ne sais pas si tu en vois d'autres, Camille, d'invariants que je peux vous dire. Et du coup, le pendant, c'est les spécificités. Par exemple, Carrier, c'est un quartier qui est sur les coteaux rive droite, donc avec une question de la déclivité qui est assez importante et qui, pour les modes doux, forcément, facilite pas l'usage de la pratique des modes doux, quoi. Voilà. Donc, c'était plus sur sur des caractéristiques physiques liées à la situation urbaine qui avait des spécificités. Mais finalement, ces spécificités, elles sont pas si, à part voilà cette question de la pente. Sinon, sur les autres quartiers, elles sont pas si fortes que ça. Et on a vite trouvé plus de points communs que de différences. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y avait aussi peut-être des différences dans ce qui a pu être exprimé par les différents types d'acteurs, puisqu'ils étaient effectivement leur profil était très divers? Ben là aussi, c'était assez convergent. Voilà, il n'y avait pas, selon d'où on se plaçait, il n'y avait pas d'analyse très différente des difficultés, parce que finalement, je veux dire, elles s'imposent aux acteurs. Elles sont assez fortes, elles sont assez marquées, et donc elles s'imposent facilement. Et donc, en effet, il n'y avait pas de choses très, très divergentes. Voilà. Peut-être un discours un peu plus social, je dirais, quand on a rencontré notamment des éducateurs spécialisés qui sont plus partis finalement du point de vue de l'usager que du point de vue spatial du quartier, comme la plupart des autres acteurs. Mais sinon, nous, on a des discours plutôt convergents dans l'ensemble. Après, en effet, c'est vrai, chacun intervient avec sa culture professionnelle, donc avec un prisme un petit peu différent, mais finalement avec des conclusions convergentes. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il nous reste 2 minutes. Peut-être, je profite dans l'attente de prise de parole, sur le sujet du vélo, du désamour du vélo, que vous reliez à la la faible offre du stationnement sécurisé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un cadre aussi qui est assez sécurisé pour la pratique du vélo? Sur les pistes cyclables et tout, je te laisse voilà, je pense à ça, tout à fait. Bon, il y a un manque d'aménagement au sein de ces quartiers, c'est certain. En revanche, non, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est plutôt différent en fonction des quartiers. Terre-Neuve est un quartier qui s'est doté d'aménagements cyclables au sein de son quartier, pour le coup. En revanche, ce désamour du vélo, c'est plus quelque chose, une frontière psychologique qu'une réelle frontière spatiale. On peut pas dire que ces quartiers-là soient complètement dénudés d'aménagements cyclables ou que le circuler, en tout cas autour de ces quartiers en vélo, soit quelque chose de dangereux. En revanche, c'est vraiment un désamour psychologique vis-à-vis du vélo qui n'encourage pas à sa pratique. On nous a dit, et ça fait partie des verbatims qu'on relève dans l'étude, que le vélo, ça faisait prolo. Voilà, donc je le dis clairement, mais ça fait partie effectivement des verbatims qu'on a relayés dans l'étude. Donc voilà, donc c'est vraiment plus un frein psychologique, je dirais, qu'un frein spatial. Et on est aussi face à certaines populations qui n'ont pas non plus l'habitude de faire du vélo. C'est pour ça que les acteurs ont mis l'accent sur le rôle de l'école dans cet accompagnement à la remise en selle et au changement de pratique de mobilité. Très bien, merci beaucoup. Une toute dernière question sous forme de conclusion. Quelles sont les suites données à l'étude? Donc, tu peux y répondre en 1 minute. Très rapidement, donc l'étude, on l'a livrée à la métropole et en fait, qui l'utilise vraiment comme un outil de dialogue dans son rôle d'animation, parce que sa compétence, c'est d'animer à l'échelle de l'agglomération les questions liées sur les territoires politiques de la ville. Et donc, cette étude, en tout cas notre commanditaire, le conçoit vraiment comme un appui à l'animation et à la réflexion commune sur la question de la mobilité. Voilà. Donc, je ne disais pas de visée directement opérationnelle, mais un appui, un soutien à l'animation.
Très bien. Voilà. Écoutez, un grand merci. Merci beaucoup, Madame Garcelon. Merci, Madame Orozco. Merci à l'ensemble de nos participants. Et donc, on se retrouve très vite sur le site de l'ANRU. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'ateliers, d'interactions. N'hésitez pas. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci, au revoir. Merci, au revoir.